Rebonjour. Rebonjour. Vous m'entendez bien, donc un petit point sur donc comme vient de le présenter Eric, sur les actualités, enfin un petit point d'actualité sur les pulvérisations foliaires. Alors je tiens à associer un peu à ce travail les gens qui ont collaboré, donc Olivier Geffroy qui travaille à 100% de son temps sur la communication de l'Institut et puis qui, au-delà de ces 100%, des fois participe à nos essais et s'est impliqué dans ces travaux, notamment sur la partie qui concerne les fertilisations pour l'agriculture biologique. Je tiens également à associer, donc en co-auteur, nos intermittents scientifiques et techniques de l'Institut, Sandrine Nardi et Dorian Carsenac, qui conduisent les essais et qui permettent donc que derrière on puisse donc communiquer et vous restituer ce travail. Également, dans la partie des résultats qui sont présentés, il y a des résultats qui concernent d'autres zones que le sud-ouest, qui sont associés à travers notre réseau IFV national. Alors, on a déjà beaucoup parlé de cette composition azotée des raisins et un point qu'il est important de signaler, c'est que aujourd'hui, on peut considérer que c'est un facteur essentiel à quelque chose dont on n'a pas trop parlé, juste un petit peu, qui concerne donc l'expression aromatique des vins. Et cette composition azotée va vraiment, on va dire, est un moyen qui va impacter donc cette composition azotée. Les travaux que l'on a menés concernant ces fertilisations azotées, ces fertilisations foliaires, partent d'objectifs de production qui sont bien déterminés, qui sont des vins blancs, des productions de vins blancs, de vins rosés ou de vins rouges, dans lesquels on va rechercher la franchise, la fraîcheur, le fruité, et qui sont des vins que l'on va consommer rapidement, qui sont à destination de consommation rapide, donc on va dire dans la première, voire la deuxième année de production. Il y a de très nombreux travaux de recherche qui mettent en avant l'intérêt donc du lien qu'il existe donc entre l'azote des raisins et la présence des composés aromatiques dans les vins, de très nombreux travaux internationaux. Et l'origine de nos travaux s'est appuyée sur, là encore, de nombreux travaux et qui sont anciens, qui concernent la possibilité de nourrir la plante et de fertiliser la plante par une autre voie que la voie naturelle qui est le système racinaire, mais qui est la voie foliaire. Pour ce qui concerne une partie des résultats que je vais vous présenter et qui concerne l'association, par exemple, d'azote et de soufre pour la pulvérisation foliaire, là encore, on s'est appuyé à l'origine sur des travaux qui ont eu lieu pas très loin d'ici, à l'école de Purpan, et qui concernaient l'intérêt de ces approches de fertilisation sur le blé et sur la modification de la composition des grains de blé associés à cette fertilisation. Alors, là encore, l'objectif par rapport aux travaux que l'on a menés, c'était on va dire, de chercher à enrichir les raisins en métabolites, donc augmenter la concentration d'azote des mous, mais également essayer de voir si on pouvait modifier cette composition avec un objectif œnologique derrière, produire des vins qui soient plus aromatiques. Donc nous avons travaillé sur ces techniques-là depuis quelques années maintenant, en utilisant soit de l'azote seul, en fertilisation foliaire, soit des associations azote-soufre. Alors au niveau des travaux, on a cherché sur une partie des travaux à voir un peu quels étaient les effets de la technique, donc des tests de dose, de date d'application, et également des effets sur la production de composés aromatiques dans les vins, que ce soit des thiols variétaux ou également des composés fermentaires comme les acétates et les esters fermentaires. Alors,
En termes de résultats, la technique de la pulvérisation foliaire, lorsqu'elle est pratiquée dans certaines conditions, permet un enrichissement des mous qui va être proportionnel à la quantité que l'on va pulvériser. Donc ce que l'on peut considérer quand on regarde les travaux que l'on a menés, c'est qu'on va se situer pour une dizaine de kilos d'azote apporté en foliaire à l'hectare. On peut s'attendre à un enrichissement du mou qui va être de l'ordre de 50% à peu près, et pas au-delà. Dans les formes d'azote que l'on va utiliser en fertilisation foliaire, si on regarde la bibliographie et les nombreux travaux qui existent, que ce soit en arboriculture ou en maraîchage, sur l'utilisation de l'azote par la technique foliaire, l'urée apparaît comme la forme azotée la plus facilement assimilable par la plante. Vous avez ici un niveau de gain en azote utilisé donc, par la technique foliaire sur pêcher, qui met en évidence l'urée comme principale forme d'azote, suivie par des formes nitrates, c'est peut-être intéressant de s'intéresser à ces formes-là. Et ce que l'on peut observer à travers ces résultats, c'est que des formes plus organiques, comme les acides aminés par exemple, s'ils sont absorbés, sont quand même observés avec des efficacités beaucoup moins importantes. Effet de la technique sur les vins, conséquences sur les vins quand on cherche à améliorer l'aromatique des vins. Si on regarde les travaux concernant les thiols variétaux dans les vins, on a avec la technique, l'association azote-soufre en fertilisation foliaire, on a des gains en azote des mous qui sont, en thiols dans les vins qui sont très très importants, en moyenne 4 fois plus de thiols obtenus dans les vins. Donc on a un niveau très très important. Enfin, on a une technique extrêmement robuste si on veut surexprimer ce type de composés aromatiques dans les vins. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que si on prend des niveaux dans les vins témoins, donc qui n'ont pas été fertilisés, qui sont variables, vous avez ici un mou témoin qui a on va dire des niveaux qui sont faibles en thiol. On voit qu'avec la pulvérisation foliaire, on arrive à augmenter très fortement ce niveau, jusqu'à x5, mais également, ici, vous avez des niveaux dans les vins témoins qui sont très importants. Déjà, on a, on va dire, des vins qui surexpriment énormément ces composés, et on arrive avec cette technique foliaire bien positionnée à encore enrichir encore plus ces mous. Voilà. Donc on a vraiment une technique qui est extrêmement robuste et efficace sur ce type de composés. Si on compare maintenant les effets de la technique foliaire avec l'utilisation de sel ammoniaco-hoché, donc si on compare ces deux techniques, ce qu'on peut observer, c'est que également sur les composés fermentaires, et notamment, donc ça a été précisé tout à l'heure par Patricia Taillandier, et donc nous on confirme bien ce type de résultats, c'est qu'on observe, donc lorsqu'on a un mou qui est enrichi en azote, on a une production qui est améliorée sur certains composés fermentaires, comme les acétates d'alcool supérieur. Donc vous avez ici qui sont présentés l'acétate d'isoamyle, l'acétate d'exyle ou l'acétate de phényléthyl, qui sont des composés extrêmement aromatiques dans les vins et qui peuvent être très intéressants, notamment au niveau des vins jeunes. Donc on voit qu'on a là une possibilité d'intervention avec un objectif bien ciblé, produire des composés fermentaires dans les vins. Avec cette technique-là, on peut arriver également. Je suis revenu en arrière. Alors un point qu'il est important de préciser, au niveau de l'utilisation des différentes techniques, est-ce qu'il faut faire de la pulvérisation d'azote ou de la pulvérisation d'association azote-soufre? Donc on peut bien distinguer dans ce que je vous ai présenté jusqu'à présent les différents effets. Azote-soufre, on va le destiner à une surexpression au niveau des thiols variétaux. Azote, on va avoir un effet qui sera plus un petit peu sur les thiols variétaux, mais également sur les composés fermentaires. Par contre, ces deux techniques ne sont pas différenciées en termes d'effet sur l'azote du mou en quantité totale.
On n'a pas d'effet améliorateur à associer de l'azote et du soufre à la vigne en foliaire sur la quantité d'azote totale dans le mou. Voilà. Ce qu'on va observer, par contre, c'est une variation, notamment au niveau des acides aminés soufrés et des peptides soufrés, et des précurseurs de thiols variétaux dans les vins. C'est là où on va agir avec la technique azote-soufre par rapport à l'azote. Un peu plus de précision maintenant concernant l'utilisation du soufre. Le soufre utilisé donc à la vigne, on a deux possibilités. Donc du soufre élémentaire, donc c'est le choix que l'on a fait pour notre technique foliaire, choix qui avait été fait par un travail bibliographique et des travaux qui étaient menés sur céréales. Il s'avère qu'il y a la possibilité également, on peut trouver donc sur le marché des fertilisants et notamment foliaires à base de sulfate, qui est la forme principale d'assimilation du soufre par la plante. Et donc il nous a semblé intéressant d'essayer de comparer les deux effets et de voir si on avait le même type d'effet avec ces deux formes de soufre. Donc le travail qui a été réalisé, c'était de comparer donc un témoin non fertilisé avec un témoin fertilisé avec de l'urée, et puis après les deux formes associées, urée plus sulfate et urée plus soufre élémentaire. Le résultat que l'on a obtenu, qui a été obtenu à partir d'essais sur 4 parcelles différentes, sur différents millésimes, dans différentes conditions, montre bien qu'on a, avec les associations urée plus sulfate, on n'a pas obtenu de gain en fertilisation foliaire. Vous avez ici les comparaisons. Si on compare ici la fertilisation urée seule et urée plus sulfate, et ici urée plus soufre, on voit sur les 4 millésimes qu'on n'arrive pas à différencier l'association urée seule et urée plus sulfate. Donc aujourd'hui, ce que l'on peut préconiser par rapport à l'utilisation de cette technique, c'est que si on veut chercher à surexprimer la production de thiols dans les vins, il faut plutôt privilégier l'association azote plus soufre élémentaire pour avoir une meilleure efficacité de la technique. Autre point que l'on peut observer par rapport à ces techniques foliaires, cela concerne les effets donc de cette fertilisation sur les différentes fractions azotées du mou. On a parlé précédemment de la fraction ammoniacale et de la fraction aminée, qui sont les deux composantes de l'azote assimilable donc, par la levure au cours de la fermentation, il faut bien préciser. Et donc ce travail un peu de regarder un peu l'impact sur les fractions azotées, ça vient de ce qu'a présenté Patricia Tajandi juste précédemment, c'est-à-dire qu'on a mis en évidence que les levures en fermentation fonctionnaient différemment. Chaque levure ou chaque type de levure peut avoir des sources préférentielles d'azote dans les vins. Et également la notion qui a été présentée, qui est cette notion de répression catabolique de l'azote, c'est-à-dire que la présence d'un excès d'ion ammonium peut réprimer l'assimilation de l'acide aminé. Et ce qui a été montré récemment dans des travaux de recherche, à Montpellier et puis également à Bordeaux, c'est que les précurseurs de thiols variétaux entraient dans les levures par les mêmes portes d'entrée que les acides aminés. Donc si on réprime l'assimilation des acides aminés, on réprime également l'assimilation des précurseurs et derrière leur production donc, par la levure au cours de la fermentation. Voilà. Donc d'où l'intérêt d'essayer de s'intéresser plus finement à la fraction azotée des mous, notamment la fraction ammoniacale et la fraction aminée. Alors quels effets de la fertilisation foliaire? Est-ce qu'on a des différences? C'est un peu l'objet de ce travail. Donc on établit un ratio azote ammoniacal sur azote assimilable et on essaye de comparer ces ratios avec le témoin non traité et avec la parcelle traitée en fertilisation foliaire.
Donc là, je pense qu'on ne voit pas très bien. L'idée, c'est de présenter un peu les gammes de concentration en azote des mous qui ont été testées pour obtenir ces résultats. Donc, ce que l'on voit, c'est que ce sont des histogrammes par 100 mg. Donc ici, vous avez le nombre d'échantillons qui a été utilisé et qui se situait entre 0 et 100 mg en azote assimilable. Ici, entre 100 et 200, 200 et 300, et au-delà de 300. Donc voilà, on a une répartition des mous là, pour établir ce type de résultat qui est extrêmement variable, donc représentative. Et là également, ce que l'on a observé, c'est les différents ratios entre azote assimilable, entre ion ammonium et azote assimilable. Donc on peut avoir des ratios qui sont faibles, de l'ordre de 15% en ion ammonium, comparable à ce qui a été présenté tout à l'heure. Et ici, de 15 en 15. Donc on a des classes de 15% en 15%, donc ici de 15 à 30%, 30 à 45% et jusqu'à 60% d'ion ammonium. Alors, ce qu'on observe, eh bien, c'est qu'on n'a pas de différence. Voilà, ça c'était le principal résultat, c'est-à-dire que si on compare les ratios, si on compare les différences entre les rapports avec les parcelles traitées et les parcelles non traitées, on se retrouve toujours autour de 0 en différence, c'est non significatif à 5%. Donc on peut considérer que la technique foliaire ne modifie pas le rapport que l'on a dans le mou entre la proportion d'azote ammoniacal et la proportion d'azote aminé. Voilà. Alors, donc si on résume un peu ce travaux sur la technique foliaire, donc l'objectif par rapport à cette pulvérisation, si on veut avoir une bonne efficacité et on va dire optimiser l'assimilation de l'azote par la plante et la restitution donc dans les raisins, on peut considérer que donc en termes de produits, il faut utiliser plutôt de l'urée et du soufre élémentaire. Le traitement, la position du traitement, donc ça je ne vais pas y revenir parce qu'il y a déjà eu de nombreuses communications dessus. Donc le traitement doit se faire autour de la véraison pour le plus d'efficacité. Ce qu'on a observé également, c'est qu'en fractionnant les apports, on favorise l'assimilation. Et également, le facteur mouillage du feuillage est important, à savoir que c'est un facteur qui va favoriser l'assimilation. Donc plus on va mouiller le feuillage et plus on va favoriser l'efficacité de l'assimilation. Alors si on regarde ce schéma-là, bien on s'aperçoit qu'on va avoir donc, on se situe plutôt dans une configuration de passage spécifique, que ce soit par la période ou par l'objectif de mouiller le feuillage, qui impose donc des volumes d'eau importants à l'hectare, entre 200 et jusqu'à 400 litres pour optimiser par hectare si on veut être efficace. Voilà, donc première chose, passage spécifique. Deuxième point, qui va introduire la dernière partie de la présentation, c'est que dans ce schéma-là, l'urée fertilisant foliaire le plus efficace n'est pas utilisable en viticulture biologique. Et ça nous a amené donc à essayer de conduire des travaux associés donc à cette production particulière. Voilà. Donc, avec une question, cette technique foliaire peut-elle s'adapter à la viticulture biologique ? Alors, ce que l'on observe quand on interroge les acteurs qui travaillent en viticulture biologique, c'est que le déficit de l'état azoté des raisins, donc je relativise évidemment parce que mon propos s'adresse, je vous rappelle, au départ pour des vins rosés, pour des vins blancs, pour des vins rouges que l'on cherche le fruité et qui sont à consommer rapidement. Dans le cadre d'une viticulture biologique, si l'on part sur ce type d'objectif de production et le retour que l'on a au niveau des pratiques, au niveau du terrain, c'est aussi que l'on observe souvent un déficit de l'état azoté des raisins. Alors ce déficit, il peut entraîner des difficultés de fermentation. Lorsqu'on est en viticulture biologique, on peut être limité par l'utilisation de correcteurs azotés au chai, notamment l'utilisation de l'ion ammonium dans certaines conditions. Et donc, on peut avoir des risques de fraîcheur des vins. Et également, si on limite l'utilisation du SO2, également,
on a ce risque-là. Donc, si on revient sur la problématique du déficit de l'état azoté des raisins, on a évidemment la maîtrise de la fertilisation et de l'entretien du sol, de la viticulture biologique, qui ne peut pas utiliser des fertilisants à action rapide, comme les engrais minéraux, et également, au niveau de la concurrence associée à l'enherbement, ne peut pas utiliser des techniques de désherbage. Donc, forcément, un contexte de production qui est plutôt favorable à une limitation de vigueur et à une limitation de rendement, et donc derrière de déficit azoté. Je ne dis pas dans ce propos-là que c'est... je ne porte pas de jugement de valeur, je dirais, mais ce que je veux identifier, c'est que le contexte de production conduit dans l'ensemble à un déficit peut conduire à un déficit de l'état azoté des raisins, et effectivement, on peut se poser la question de l'intérêt des techniques foliaires pour corriger cet état de déficit. Alors, aujourd'hui, nous travaillons là depuis quelques années maintenant depuis 2008 exactement, sur cette réflexion, en ayant identifié le problème. Alors, on a deux approches aujourd'hui qui se développent. C'est que nous avons testé des produits nous testons encore, des produits qui sont actuellement sur le marché, qui sont proposés. Donc, généralement, nous faisons des collaborations avec des entreprises pour tester ces produits. Je vous cite là, vous avez quelques entreprises avec lesquelles nous avons travaillé. Ce qu'il faut savoir souvent sur ce type de produits, pour la viticulture biologique, produits fertilisants, c'est qu'on a des formulations qui sont complexes. C'est pas simplement de l'azote qui est apporté. Ce que l'on observe également, c'est qu'on a de faibles concentrations en composés, notamment en azote, dans ce type de produit. Et aux doses où l'on fait ces fertilisations, je dirais que l'effet que l'on a est souvent un effet de stimulation, de recherche, de rééquilibrage de la plante, plus que de fertilisation importante ou d'objectif de gain important de l'azote du mou. Voilà. Donc, ce qui nous a amené à également essayer de chercher à voir s'il était possible d'utiliser ces produits pour l'agriculture biologique, mais à les utiliser à des doses où nous, on peut considérer qu'ils seraient efficaces en relation avec les travaux précédents. En gros, avec de l'urée, on peut s'attendre à une augmentation de 50% de l'azote du mou. Donc l'idée, ça a été, à travers un programme là, qui a été un programme régional, Interbio, ça a été d'essayer de travailler sur des fertilisations foliaires, donc avec des produits d'origine biologique, mais avec une utilisation à des doses conventionnelles. Alors, ce travail donc, a été initié en 2010. L'idée, ça a été d'une part d'identifier des préparations, donc il a fallu faire des choix pour ce type de travail, et nous avons donc travaillé sur l'origine des produits, sur les concentrations en azote de ces produits, et puis le coût également, sachant que si on veut les utiliser à dose conventionnelle, évidemment, on va avoir un coût qui va être élevé. Donc on a travaillé sur 3 produits. L'idée, c'était 3 origines. Origine animale, donc hydrolysat d'albumine, une origine végétale et puis une origine marine. Voilà. Nous avons travaillé donc les doses conventionnelles de 5 à 20 unités par hectare et nous avons cherché à mesurer les effets sur mou et également sur l'aromatique des vins en utilisant 2 cépages, Sauvignon et Muscadelle en 2010. Alors le premier résultat qui est intéressant, c'est d'observer que lorsque c'est utilisé à dose conventionnelle, ces produits ont permis d'enrichir les mous. Nous avons obtenu un gain en azote des mous intéressant, de l'ordre de 30 à 50%, suivant les cépages et les doses qui ont été appliquées. Ce qu'on a observé également et dû aux conditions du millésime 2010, c'est qu'à ces doses-là, on a eu des effets secondaires sur le feuillage, et notamment des effets de brûlure associés à un épisode caniculaire qui est apparu quelques jours après le traitement foliaire. Voilà.
Ce que l'on observe également, c'est que les effets sur l'azote des mous qui avaient été intéressants ne se sont pas traduits dans les vins par un effet sur l'expression aromatique des vins. Si on regarde les dosages de thiols variétaux qui ont été réalisés dans les vins et les dégustations associées de ces vins, on n'a pas mis en évidence de différence, peu d'effets, voire un peu moins sur cette année. Donc ça nous a amené sur l'année 2011 à essayer de retravailler ce type d'essai dans une approche où on a cherché d'une part à confirmer les effets sur l'azote du mou. Est-ce qu'un apport avec des apports autour de 10 kg d'azote par hectare. Par contre, ce que l'on a fait, c'est qu'on a changé le système. On est parti sur une parcelle de colombard qui n'était pas conduite en agriculture biologique pour s'éviter les effets du cuivre et bien mesurer donc les effets de l'azote. Sachant que la présence de cuivre dans les mous pénalise l'expression de ce type de composés aromatiques dans les vins. Voilà. Sur le dispositif expérimental, nous avons essayé après des associations, donc azote-soufre et également purin d'ortie, avec toujours l'objectif mesurer les effets sur l'azote du mou et l'aromatique des vins. Donc au niveau résultat, je vais vous allécher avec l'azote des mous. On a mesuré des effets de l'azote des mous avec de la variabilité. Avec pas mal de variabilité quand on regarde les barres d'erreur, mais enfin on a quand même des gains qui sont significatifs, notamment pour les associations ici azote et purin d'ortie, avec des gains qui sont significatifs sur les acides aminés. C'est-à-dire que tout à l'heure je vous présentais des ratios qui n'avaient pas bougé. En utilisant ce type d'engrais foliaires organiques, on a eu une augmentation du niveau d'acides aminés dans les jus qui était significatif, alors que l'augmentation de la fraction ammoniacale ne l'était pas. Je m'arrêterai là pour la présentation des résultats 2011, car les vins sont en cours de vinification et les dosages de composés aromatiques sont dans les vins. Donc, les résultats seront communiqués ultérieurement, mais on retrouve, je dirais, sur l'essai 2011, les effets qu'on avait observés, à savoir qu'une une fertilisation foliaire à une dose conventionnelle a permis un gain important en azote du mou. Donc pour conclure et pour résumer un peu mon propos, donc les points que je viens de lister à retenir, donc l'effet pulvérisation azote-soufre ou azote donc pour enrichir et améliorer les vins, donc technique qui fonctionne, de retenir que l'urée, donc forme assimilable par les plantes qui est la plus efficace, le soufre, si on veut surexprimer, associé à l'azote pour produire des thiols variétaux, que on ne modifie pas les ratios avec la technique foliaire, et que pour ce qui concerne la viticulture biologique, donc on a une technique qui semble adaptée pour améliorer les mous. Il y a évidemment des efforts à faire sur la formulation. Tout à l'heure, je vous présentais le ratio. Avoir des formulations utilisables en agriculture biologique qui soient riches en nitrates, par exemple, pourrait être un moyen de faire assimiler, d'être plus efficace, et donc de réduire les doses d'azote pulvérisé, et évidemment, derrière ça, réduire les coûts, parce qu'aujourd'hui, l'utilisation en foliaire à dose conventionnelle de ces azotes organiques n'est pas encore compétitif. Voilà, je vous remercie de votre attention.